Voilà, il est 7 heures. Bonjour Jean-Dumas et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de nos nouvelles. On est quoi, mardi? Oui, mardi. 8? Oui, c'est 8 ça. mai. C'est intexto.ca qui vous apporte ce magazine, nos nouvelles. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Étienne et bonjour à ceux qui nous suivent sur Facebook également. Nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également. Alors, qu'est-ce qu'on aura? C'est quoi le menu pour aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Le menu, c'est que on va parler de nourriture, de la tablée des chefs. Tu sais, c'est quoi ça? On parle de menu. Menu. On va pas manger, mais on risque de manger avec la tablée des chefs. C'est quoi? Parce que le gouvernement du Québec vient d'octroyer une aide de 5 millions de dollars sur 5 ans, évidemment. C'est toujours sur le délai. Et à la tablée des chefs. La tablée des chefs, c'est quoi? François Archambault, le porte-parole de ça, c'est un groupe de chefs de plein de restos, d'hôtels, machin, puis qui ont monté un organisme. On va vous parler de ça. Et il y en a aussi pour les demandeurs d'asile, de la nourriture dans le menu de la tablée des chefs. Il y en a pour les demandeurs d'asile. On va savoir comment et quand, avec François Archambault, le porte-parole de la tablée des chefs. Ça, c'est dans le local qu'on va vous parler de ça. Et puis, hier, finalement, il n'y a pas eu de conférence du Premier ministre. Il y a eu plutôt un communiqué du groupe intergouvernemental de travail sur les demandeurs d'asile. Et on va discuter de ça avec François. Et les mesures qui ont été annoncées, des choses comme ça. Et puis, en Haïti, on va parler de quoi? Evans Paul n'a pas totalement filé à l'anglaise, définitivement. Non. Non, il a filé à l'anglaise, il est retourné avec tambour et trompette. Ouais. Donc, il a repris ses galons, ses fonctions au sein du comité de pilotage qui comportait 23 membres. Il y en a 3 qui sont partis définitivement. On va écouter également le docteur Jean-Claude Desgranges qui préside ce comité-là. On va parler aussi... Toujours dans les états généraux. Des réactions, oui. De Camille Chalmers. Oui. Est-ce qu'on ira au Parlement aussi? Oui, on va faire un tour avec Luxon de Saint-Ville de Métropole qui va nous présenter un petit reportage par rapport à toute cette situation. Oui, la réaction des parlementaires. Et si on parlera aussi si on parlerait un peu de tourisme en Haïti. Ouais, c'est quoi? Vous vous souvenez de cette ancienne ministre du Tourisme qui était omniprésente, Madame Vildroin? Ouais. Les photos déphasées avec la réalité, les photos qu'on pouvait voir de l'étranger étant, mais bon, ok. Il y a eu des choses qui ont été faites, comme l'augmentation du nombre de chambres d'hôtel disponibles en Haïti. Il y a eu une nette augmentation par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été fait d'autre dans le secteur du tourisme? La nouvelle ministre, Jessie Menos, va nous parler de ça. Et Jovenel Moïse qui nous parle un peu du forum. Apparemment, il y a des femmes. Au forum sur les femmes, c'est ça? Oui. Ça s'est passé, ça a eu lieu hier au Caribé, je crois, oui? Oui. OK. Maintenant, on a appris sur Vision 2000 que Jovenel Moïse a été chahuté, mais à l'entendre, non. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, vous avez intérêt, mesdames et messieurs, à rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir toutes ces informations et beaucoup d'autres qui vont arriver. Voilà, nous sommes de retour pour le développement de ces informations sur le plan local et par la suite en Haïti. Et on vous le disait, on mettait la table tantôt pour la tablée des chefs. Mais la tablée des chefs, Jean-Dumas, c'est quoi au juste cette organisation? Ils font quoi concrètement? Ce sont des chefs. Tu cuisines, toi, oui? Oui, un peu. Mais t'es pas chef. Non, je n'ose pas dire que tu fais ça à main levée comme ça, là, oui. Je vais pas mourir à la maison. Ah, d'accord. Il cuisine haïtien. Si vous voulez manger haïtien, oui. faut venir voir Jean-Étienne. Bref, la tablée des chefs, c'est un organisme qui vient en aide. Enfin, ça regroupe que des chefs cuisiniers, là, apparemment. J'imagine. Et que ce soit dans des hôtels, dans des restaurants, un peu partout. Et il y en a un qui a monté cet organisme-là face au surplus alimentaire
alimentaire qu'il observait depuis longtemps au niveau des hôtels, des restaurants, des magasins, des épiceries et tout ça. Donc, il ramasse les surplus et de façon à les redistribuer à ceux qui sont dans le besoin en réalité. Il y a plusieurs volets au niveau de la tablée des chefs, cet organisme-là. Il y a un volet éducationnel aussi, avec les écoles, les enfants, un volet ethnoculturel où ils apprennent aux enfants surtout à cuisiner des plats d'autres pays, comme des plats haïtiens ou des plats français ou des plats portugais, peu importe là. Bref, pour comprendre c'est quoi la tablée des chefs, on a parlé à un des porte-paroles, François Archambault, qui nous explique c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on est le lien entre les chefs et les organismes d'aide alimentaire pour encourager le don alimentaire des surplus des chefs qui étaient jetés aux poubelles autrement et qui maintenant peuvent nourrir des gens dans le besoin. Ouais. Donc, on arrive à distribuer plus de 200 tonnes de nourriture annuellement actuellement, qui nourrissent 1,5 million de personnes dans le besoin à travers le Québec, à travers à peu près 90 établissements donateurs qui font partie du programme de récupération alimentaire de la tablée. Mm-hmm. Ça, c'est du côté du volet nourrir de la tablée des chefs. Et dans le volet nourrir, on mobilise aussi une fois par année toute la relève professionnelle dans les écoles de cuisine au Québec, où on implique plus de 700 étudiants de 15 centres de formation professionnelle partout à travers le Québec à préparer une recette de pain de viande, qui est un repas complet, en fait, qu'on distribue, qui prépare dans les écoles hôtelières et qui est distribué aux banques alimentaires en mars de chaque année, depuis plus de 15 ans. Ouais. Maintenant. Voilà. 200 000 tonnes, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un demi-million. C'est vraiment une grosse affaire. Ça va prendre encore plus de l'ampleur. Et justement, la tablée des chefs a un volet éducationnel au niveau des écoles. Il a effleuré ça aussi. Oui, il a parlé de ça. Et surtout, la tablée des chefs vise aujourd'hui, grâce à cette aide du gouvernement, 5 millions sur 5 ans, à augmenter sa présence et ses services au niveau des écoles, notamment dans des écoles des milieux défavorisés, comme à Montréal-Nord, Saint-Michel, un peu partout. Écoutons M. Archambault. Dans le volet d'éducation culinaire, on cible d'abord des écoles en milieu défavorisé. Donc, définitivement, d'avoir un impact sur les écoles où il y a des clientèles fragilisées, des jeunes qui sont en situation, pour nous, c'est extrêmement important de prioriser ces écoles-là pour implanter le programme. Donc, on va passer de 100 à 200 écoles avec le programme d'ici les 5 prochaines années. Donc, c'est certain qu'on aura en tête de prioriser les écoles qui en ont le plus de besoins. Et surtout des écoles dans Montréal-Nord, Saint-Michel, où les demandeurs d'asile, en tout cas ceux qui sont arrivés en 2017, se sont destinés, ont trouvé des logements. Enfin, selon les données, 75% des demandeurs d'asile se sont établis à Montréal-Nord. Définitivement. Je pense que c'est définitivement dans nos priorités. Justement, en parlant de demandeurs d'asile, c'est quoi l'aspect des demandeurs d'asile dans ce projet, Jean-Numa? Les demandeurs d'asile vont trouver à leur compte également dans le cadre de ce financement, de manière indirecte, évidemment, c'est clair. Parce que la tablée des chefs va pouvoir augmenter ses capacités parce que dans sa mission, la tablée des chefs aide les organismes d'aide alimentaire. Et il y en a beaucoup à Montréal-Nord et qui se plaignaient, voilà quelques mois déjà, du manque de financement de ce côté-là, du fait qu'ils ont moins de capacité à aider des gens. Il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre qui existait au sein de ces organismes d'aide alimentaire. Et là, la tablée des chefs va... à travers la tablée des chefs, les organismes d'aide alimentaire, que ce soit dans Saint-Michel, Montréal-Nord, vont pouvoir augmenter leur offre par rapport aux demandeurs d'asile, notamment qui sont arrivés en masse dans ces quartiers-là, Saint-Michel, Montréal-Nord et d'autres quartiers défavorisés de Montréal. Et c'est ce que nous explique M. Archambault. En fait, notre vision et notre travail vient déjà aider
des organismes d'aide alimentaire, des organismes qui sont dans l'aide alimentaire et qui sont axés à aider ces clientèles fragiles-là. Donc, pour nous, d'augmenter le nombre de surplus alimentaires distribués vers ces organismes-là qui sont en première ligne, hein, c'est des organismes de première ligne. Donc, pour nous, c'est important de venir soutenir les organismes de première ligne et qu'il n'y ait pas à chercher les sources de nourriture. Donc, c'est certain que l'augmentation de la récupération alimentaire pour la tablée des chefs, c'est une priorité. Et ce que le gouvernement vient de faire, c'est nous donner les coups des franges pour vraiment convaincre tout le secteur public, les grandes cafétérias d'institutions publiques, les cafétérias d'hôpitaux et tout le secteur privé, c'est-à-dire les hôtels, qu'il n'y ait plus de freins à adopter la récupération alimentaire et à envoyer cette nourriture-là qui est tout à fait comestible dans des organismes d'aide alimentaire qui aident ces clientèles-là. Et ça, c'est ce qu'on va s'affairer dans les prochaines années à augmenter. Donc, on va passer de 500 000 portions à 2 millions de portions annuelles sur les 5 prochaines années. C'est la cible qu'on s'est donnée. Donc, de passer de 200 tonnes de nourriture récupérée annuellement à 800 tonnes de nourriture récupérée annuellement d'ici les 5 prochaines années. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean Denis. François? Oui, bonjour Jean-Denis, bonjour Jean-Tom. Bonjour François, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Et il y en aura pour tout le monde, hein, ça, dans le menu de la tablée des chefs. Tous les grands mangeurs. Les grands mangeurs de Imtexto et de Vision Max. Ouais, vas-y. Ouais, alors. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu nous apportes? Finalement, c'est pas Justin Trudeau qui a parlé hier des demandeurs d'asile. Non, on a eu les 3 ministres du programme du groupe intergouvernemental. C'est ça. Et alors, les 3 ministres fédéraux. Ouais, M. Godel. Godel et puis Hussein. Ouais. On a eu également le ministre Hurtel, on a eu le ministre de l'Ontario, le ministre de l'immigration de l'Ontario, on a eu les députés Dubois et le Latino, là, Rodriguez. Ah, Pablo Rodriguez. Ça veut dire qu'ils ont fait des annonces. Beaucoup de gens sont déçus. Moi, d'abord, les annonces, je vais partager ça avec les auditeurs de Intexto. Ils ont dit qu'on va rediriger les demandeurs à la frontière vers l'Ontario. C'est ça, oui. Je vous donne les annonces. Après ça, on va faire les commentaires. Ensuite, il y aura une mission. Il y a déjà une mission de sensibilisation à la gauche au Nigeria. Ouais. Et très bientôt, le ministre s'en va au Nigeria pour discuter avec les autorités. Ensuite, l'objectif, c'est de demander au gouvernement américain, aux agents américains à l'ambassade, de resserrer le processus d'octroi de visa. Et l'annonce qui était vraiment la plus intéressante, c'est qu'on va avoir 64 nouveaux commissaires à la CPSR pour traiter les dossiers. OK. Bon, alors, ça, je résume, c'est globalement ce qu'ils ont annoncé, M. Gardon. Il y aura construction de tentes, d'abris temporaires aussi à la frontière. Oui, ça, c'était déjà annoncé. Donc, mais, mais ils ont repris ça hier. Ils ont repris ça hier. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que d'abord, vous dirigez les demandeurs vers l'Ontario. Là, une question se pose. Est-ce qu'on vous dirige vers l'Ontario? Où est-ce que le dossier sera traité? Parce que les gens qui sont à Ottawa, les gens qui habitent à Ottawa, viennent à Montréal pour l'audience. Ah bon? Là maintenant, oui, parce que le bureau de Montréal, le bureau de l'Est, il traite, c'est incroyable là, il traite des dossiers de toute la province du Québec, et Ottawa, la région d'Ottawa. Parce qu'on a, avec M. Harper, on avait fermé le bureau de la CISR à Ottawa. OK, ouais. Et puis, il y a d'autres provinces. Autrefois, on traitait pour les autres provinces, îles Possède-Droit, parce qu'il y a 4 bureaux de la CISR. Et alors, celui-là, le bureau de Montréal, traitait beaucoup de dossiers. Wow. Je pense que maintenant, on ne sait pas. Alors, c'est la question qui se pose, est-ce qu'on va envoyer ces gens-là
à Toronto ou bien à Ottawa, parce que c'est à Montréal qu'il y a toute cette congestion-là au niveau de au niveau des demandeurs d'asile. Ça veut dire que est-ce qu'on va au moins aider le bureau de Montréal? Donc, en fait, François, le processus, c'est que les gens arrivent, on les redirige vers Ottawa. Ensuite, quand on doit les auditionner, ils doivent revenir à Montréal. Oui, parce que c'est Montréal qui est responsable du bureau des gens qui vivent à Ottawa. Bon, c'est une première chose. Maintenant, on envoie des gens au Nigeria. On se rappelle, depuis la semaine dernière, on pose la même question. Comment va-t-on déterminer que la personne qui fait une demande de visa au Nigeria, comment doit-on déterminer que cette personne-là a l'intention de venir au Canada? Ouais. Parce que c'est quelque chose d'arbitraire, on avait dit ça. Là, M. Jean-Pierre Fortin, il a réagi, il se dit déçu, parce qu'on dit que on va mettre des structures, on va mettre plus d'argent. Jean-Pierre Fortin, c'est qui? C'est du syndicat des agents des services frontaliers. D'accord. Alors, il dit que la situation est plus complexe qu'on peut l'imaginer. Actuellement, on est rendu à 7300 personnes qui sont déjà arrivées jusqu'au mois d'avril. 7300. Ensuite, on a à peu près 400 personnes par jour depuis le mois d'avril. Alors, il dit que lorsqu'on parle de nouveaux agents qu'on va mettre, c'est ce que le gouvernement fait. Il demande à des agents qui seraient placés, par exemple, dans d'autres petites provinces, il demande à ces agents de venir, mais on n'a pas fait d'embauche. Alors, ça veut dire que là, le problème reste entier. Ça, c'est pour la question de... Maintenant, autre chose, 64 nouveaux commissaires, ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, on attend vraiment l'arrivée de ces gens-là parce que ça va aider. Mais ce que M. Garneau a dit, qui a dérangé beaucoup de conseillers, beaucoup de consultants, beaucoup d'avocats, et lorsque M. Garneau a annoncé hier que 92% de ces gens-là seraient refusés et seraient déportés. Il a même dit que pour les Nigériens, il y a déjà 200 Nigériens qui seront déportés très bientôt, d'ici 2 semaines. Wow! Bon, ce qui dérange, monsieur, c'est que le ministre Garneau ne devrait pas savoir ce qui se passe à la commission de l'immigration. En principe, c'est un tribunal indépendant. Monsieur Garneau ne peut pas savoir ce qui se passe, comment on traite les dossiers, ou bien il envoie des chiffres de n'importe quelle façon, comme vous remontez, il envoie des chiffres comme ça, ou bien il est en train de donner des directives sournoises à la commission. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Jusqu'à présent, à peu près 10%, même pas 10%, à peu près 10% des dossiers des gens qui sont arrivés l'année dernière ont été traités. À peu près. Entre 5 et 10%. Ouais. Bon, avec 5 et 10%, on ne peut pas dégager une tendance. La tendance n'est pas fiable. Exactement. On ne peut pas dire que 90% ont été refusés. C'est une façon maladroite pour le ministre de décourager les gens en disant que 92% sont refusés. On ne le sait pas. Oui, et puis l'autre affaire, François, si c'est vrai que 92% de ces gens-là seront refusés, pourquoi les accepter et dépenser autant d'argent pour les accueillir, les nourrir, les loger et ensuite les renvoyer? C'est ça, ils vont vous dire que les normes internationales, les accords... Là, on a un sacré problème. Là. Il y a un déphasage énorme de ce côté-là. Oui. Ouais. Mais c'est pas vrai, on n'a pas 90%. Parce que ils reprochent aux conservateurs de créer la peur de la communauté dans la société d'accueil. Mais c'est une autre façon de créer la peur. Parce que quand vous dites que ces 92% ne vont pas se qualifier, sur quoi vous vous basez? Moi, j'ai dit... La commission de l'immigration, c'est ça le principe. Si 100 000 personnes arrivent à la frontière et les 100 000 sont qualifiés, les 100 000 seront acceptés. C'est clair. Si 100 000 arrivent à la frontière et personne n'est qualifié, les 100 000 seront refusés. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le ministre ne peut pas. Et ils l'ont fait.
Des fois, c'est Couillard le ministre Couillard qui le dit, le ministre Couillard qui le dit. Des fois, c'est le ministre, un des membres du groupe. Mais c'est totalement absurde et ça inquiète. Ça inquiète parce que est-ce que la commission de l'immigration est en train de perdre son indépendance? Ouais. Bon, voilà pour les commentaires de François sur l'immigration. Ben, si vous avez des questions, hein, appelez François, Vision Max Service. Désolé François, mais est-ce qu'il y avait un autre point? Non, je voulais vraiment m'attarder sur ce point-là, parce que ça a fait les manchettes dans tous les médias, et je voulais dire que vraiment on suit la situation. Oui. Et si, pour les gens qui nous écoutent ce matin, ceux qui ont fait les demandes l'année dernière, et rassurez-vous, ce n'est pas vrai que 92% ont été qualifiés, parce que à peu près 5%, 5 à 10% des gens se sont déjà présentés. On n'a pas 92% il faut, déjà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il est encore trop tôt pour le dire. Oui, il est encore trop tôt pour le dire. Et encore, je ne vois ce qu'on avait dit la semaine dernière. Pour les gens qui viennent du Brésil, on n'a presque plus la question de résidence permanente au Brésil, parce que 2 ans se sont déjà écoulés. Et après 2 ans, le consulat brésilien à Montréal a précisé la personne perd sa résidence. Après 2 ans à l'extérieur du Brésil, justement. Oui, alors maintenant, on ne peut plus dire à quelqu'un, vous avez la résidence au Brésil et vous n'êtes pas éligible. Ah ouais? Mais oui, on en a parlé la semaine dernière, Ok. Ça veut dire, actuellement, les gens qui viennent du Brésil n'ont pas cette épée de Damoclès sur leur tête. On ne peut pas leur dire que vous êtes du Brésil, vous avez la résidence, parce qu'après 2 ans, une fois qu'on s'est absenté du Brésil depuis 2 ans, on n'a plus de résidence permanente. Et là, maintenant, on va traiter le dossier comme quelqu'un qui vient d'Haïti. Ça veut dire qu'il a un problème. On va analyser le risque. On va voir si oui ou non il sera accepté. Ouais, c'est quand même beaucoup que le Brésil a, beaucoup de temps que le Brésil accorde. Ici, c'est quoi, 6 mois, François? Après 6 mois, tu dois te rapporter ici quand même? Non, pas ici. Aux États-Unis, peut-être, mais ici, on doit passer 2 ans sur 5 ans. Et on peut passer 2 ans à l'extérieur et ça vous 2 ans aussi. Ici, c'est seulement 2 ans sur 5 ans. Alors, ça veut dire que vous passiez, par exemple, 3 ans à l'étranger, vous revenez après 3 ans, vous gardez votre résidence. Mais c'est aux États-Unis, apparemment, il faut venir chaque 6 mois, mais ça, je ne vais pas commenter parce que je ne connais pas ça. Ok, c'est bon. Oui. Merci beaucoup, François. Merci. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean Denis. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique à multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique à multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Voilà, on est de retour pour les nouvelles d'Haïti, à l'heure de ce magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville. Nous sommes également, Jean-Étienne, en direct sur Facebook et en différé sur YouTube et WhatsApp. Absolument. 438-395-1256. Alors, on l'avait annoncé au début de cette émission, Jean-Nima. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Evenspol et cette commission? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Evenspol ne voulait pas que cela se sache. Eh bien, ça s'est su. Et il voulait partir en catimini. Et Evenspol est revenu, tout bonnement. Il est revenu, selon ses explications, vous allez l'écouter. Pratiquement dans moins de 24 heures. Parce que tout le pays l'a appelé au téléphone. Écoutons Evenspol. Le président pays, le directeur cabinet président, le président comité pilotage, là, docteur Desgranges, vice-président, mais fait office de président depuis la démission du monseigneur Depot. Un pilote membre dans le comité pilotage là, la population qui dit mon cher, la ou pas qu'à faire ça, nous prenons ça à sous. Même moi, t'es vraiment dans une situation que t'es dépassé par les événements. T'as essayé d'aller sur la pointe des pieds. Malheureusement, bagaille la fuité. Même pas qu'à être insensible à tout appel qui dit mon cher. Et font effort. Et puis, m'a fait effort, j'aime toujours faire l'autre effort. Toujours dans le même principe, faut nous vivre ensemble, même si nous tous pas d'accord sur le même bagaille. Et puis, fondamentalement, nous se ceinturons, passer ici, passer l'autre bord, on a contré. Là, t'as gagné des raisons qui t'es fait ou prendre décision ça pour te faire raison quitter ça. Maintenant, ou décider de tourner, à qui condition? Est-ce que gagner garantie que problème ou t'as qu'à gagner au côté où t'es dénoncé, il respecte le comportement clanique, est-ce qu'on gagne garantie que, bah, ça ou pas posé encore? Nous n'avons aucune garantie. Nous n'avons aucune garantie et ne pas poser aucune condition. Dans la bataille, je ne vais jamais poser condition. Je ne vais jamais passer pour important pour me dire faut un tel par là pour là. T'as souhaité que il y a des gens qui changent de comportement. Et c'est pas un peu le monde, il y en a deux mondes qui ont un problème de respect, qui, si on va pas d'accord, si ils ne pas d'accord, tourner sur lui plusieurs fois, et puis bagaille la vie tomber dans l'attaque personnelle. Evenspol qui était irrésistible aux appels de tout le pays, Jean-Nima. Ben oui, surtout des membres de la population, du chef de l'État, d'un peu tout le monde, là, même du comité de pilotage. Mais le problème, je vous le rappelle, c'était avec Rosanne Auguste. Et là, ce matin, il évoque aussi une autre personnalité au sein du comité, dont on ne connaît pas le nom. Bref, il y avait combien de personnes? 23 au sein de ce comité. Parlons de ça. Combien qui sont partis aujourd'hui? Evenspol faisait 4, mais avec son retour, ça fait 3 en tout et pour tout, selon Jean-Claude Desgranges qui préside le comité de pilotage. Et il dit, écoutez, jusqu'à présent, le comité fonctionne. Oui, il y a des gens qui ont quitté. Il y a des gens qui sont moins actifs que d'autres. Comme le père Armand, qui est assez occupé, qui a des responsabilités ici et là, en Haïti, à l'étranger et tout ça, mais parfois il peut intervenir par des écrits, des textes, où il peut prendre position à travers des lettres, des notes envoyées au sein du comité. Alors, écoutons Jean-Claude Desgranges qui indique clairement, Jean-Étienne, que la situation... Selon lui, la situation est sous contrôle. Il y a 3 personnes qui battent là et bien avant de commencer le travail. C'est le monseigneur Kebo, l'ancien ministre Jacques Alexis, et puis voilà, et c'est 3 personnes qui s'est démissionné formellement. Ok, mais tout le monde vient travailler. Le comité a travaillé avec nombre de monde, tout le monde qui l'a pour travailler. Personne clairement. Personne qui vient. C'est pas ce qu'on va faire. Frère Armand, même si nous ne pouvons pas un frère Armand, mais c'est un frère Armand qui réalise tellement de bagages dans le pays. Mais le travail avec nous par la pensée, par l'esprit. Bon, supposons un monde qui ne va pas venir. Nous, un comité de 23 personnes, ok? Et tout le monde, c'est des gens qui ont expertise, ou bien qui ont sens de l'État, et qui ont sens de responsabilité. Donc, ça, ils n'ont pas dérangé l'autre. À niveau de si un tel vient, si un tel va venir. On sortit de camp comme ça. C'est même genre en parlement. Dans le règlement intérieur, nous
diminuer bagarre là, faire comment? Parce que justement, faut adapter nous à la situation en attendant que le président de la République puisse remplacer ceux qui ont démissionné. Le frère Armand est un monsieur qui voyage beaucoup, qui bouge. Pour les Guadeloupe, pour les Lanfrois, sur les listes de l'autre bord, il y a plusieurs communautés de base de la dirigée dans plusieurs zones dans le département. Il peut nous envoyer quelque chose par écrit pour le faire passer point de vue. Il veut un document pour nous, pas vrai? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si je dois dire un bagage pour faire avancer point de vue, mais la seule chose dont je suis certain, le frère Armand est 100% pour ce dialogue national. Mais il n'est pas disponible. Ça arrive, ça peut arriver, donc il ne doit pas disponible parce que le voyage en pile, moi, c'est ce que je dis. Finalement, combien de monde dans le comité qui participait à toute réunion, ou bien 50% réunion que nous faisons déjà? Disons qu'il y a 17 personnes qui sont présents dans la réunion tout le temps, qui activent. Ça veut dire qu'il y a 17 personnes qui travaillent vraiment? Oui, qui travaillent de façon active, qui sont présents. Et 17 personnes, là, nous formons des petits comités où il y a des travail. Voilà un peu le décor présenté par... 17 sur 23 au départ. Rappelons qu'il y en a 3 qui ont pris leurs jambes à leur cou. Et donc, il y en a 3 qui sont plus ou moins, qui font des va-et-vient, qui sont plus ou moins actifs au sein du comité. Et voilà. Camille Chalmers, lui aussi, il intervient sur cette affaire, Jean-Denis. Il ne fait pas partie du comité, en passant. Mais il y a, effectivement, tu as raison, il y a plein de gens qui ne s'impliquent pas directement ou indirectement, mais leur implication se résume à des critiques vertes de ce comité, du travail du comité, de la vision et tout ça. Et parmi ces gens-là, il y a l'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, il y a André Michel, il y a Maurice Jean-Charles, évidemment, et il y a aujourd'hui Camille Chalmers, qui est économiste, militant, très connu en Haïti, qui défend les causes paysannes, la question de l'économie participative ou paysanne et tout, et qui dit que cette démarche des États généraux n'ira nulle part. Il va y avoir beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, beaucoup de palabres, mais au final, il n'y aura absolument rien comme résultat, selon Camille Chalmers. Pour nous absent sur l'ensemble des secteurs importants, par exemple le secteur paysan. Nous représentons 60% population paysanne par la donne, qu'on pas organisation paysanne par la donne, qu'on pas organisation ouvrière, organisation de femmes, etc. par la donne. Donc quelle est la représentativité de ce comité et quelle capacité que le Cap gagne pour le climat de confiance qui est absolument indispensable pour un dialogue national qui permet de payer avant. Quatrième élément, nous voyons que effectivement il y a une espèce de valse hésitation au niveau de monde que choisir et qui traduit le fait que gagner un combat interne, un combat fratricide à l'intérieur des rangs du PHTK, à l'intérieur des rangs du clan au pouvoir, et qui manifeste par un pilote bagage. Je veux dire, le comité de pilotage des soi-disant États généraux, lui a gaspillé une idée extrêmement importante et fondamentale, lancée par Thionnet Abdelpé, que nous pouvons saluer mémoire, et qui, je veux dire, indispensable, parce que transition que nous avons amorcée à partir de 86 là, une transition qui exigeait au chita palais, une roublée générale, pour nous repenser la... Il y a un comité de pilotage là, même d'après vous? Bon, il pourra le vivoter pendant un petit temps, la gaspiller en pile ressources paysannes, la pourra faire des forums, dans les grands hôtels, la dépenser en bonne com, il pourra écrire des textes, etc. Mais tout ceci, c'est de la fumisterie qui ne peut pas en quel résultat. Dans tout ça, que disent nos honorables parlementaires, Jean-Denis? Oh, ben, il y en a qui réagissent de tous bords, de tous côtés. Vous savez, c'est pas un parlement unitaire, c'est un parlement hétéroclite avec vraiment plusieurs tendances politiques. Alors, il y a un reporter de Radio Métropole. C'est Luxon de Saint-Ville. Ouais, Luxon de Saint-Ville. Un ancien collaborateur là, aux Nations Unies, en fait. Ouais. Et qui s'est promené au Parlement pour recueillir les points de vue des députés, des sénateurs concernant les États généraux. C'est d'abord le point de vue d'un ancien du PHTK, là, Jacques Sauveur-Jean, qu'on va écouter. Le problème n'est pas le problème d'un homme. Le problème sont sociétés qui ont maladie que yo peut même découvrir. Tout le monde peut, comme Dadou dit qui maladie société a gagné. La préoccupation et le scepticisme se lisent sur le visage du sénateur Jacques Sauveur-Jean. Dialogue entre Haïtiens, l'élu du Nord-Est évoque un problème culturel dans le pays. Pour le parlementaire, la démarche se révélera vaine. Que j'étais là le jour du lancement de ce mouvement. Je sais que le président Jovenel a de bonnes intentions, mais cependant, moi pas trop optimiste en ce qui a trait à la démarche. Le scepticisme n'est pas dans tous les camps.
Des pro-gouvernementaux regrettent la démission de certains membres du comité de pilotage, mais n'y voient aucun inconvénient. En tant que nation, il est important pour que, ensemble, nous discuter de l'avenir de la nation ça et m'assurer que démission qui était annoncée matin, ancien Premier ministre a retourné sous décision. Denis Cadeau, sénateur d'Enib, réputé proche de l'exécutif, est convaincu des résultats qui découleront de cette initiative de dialogue et se montre on ne peut plus confiant. Bon, moi, je suis très optimiste dans la mesure où ce n'est pas de étrangers qui prennent décision, c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons décision et je pense que ça va sortir comme document sur question État général, la plus utile pour la nation en général. Le sénateur Jacques Sauveur-Jean revient à la charge et ne croit pas en des résultats concrets. L'élu du Nord-Est plaide plutôt en faveur d'un dialogue franc et sincère. Yo ka rebrasser autant de fois que vous voulez, tout autant qu'on pas entrer dans un dialogue sincère. Rien n'est plus beau que le vrai. Sous pas qu'à parler franc entre vous-même et l'autre monde, ou te mettre fait 10 ans, 50 ans à parler, vous avez le dilatoire. Je pense que nous pouvons un carrefour pour nous parler honnêtement. Nous pouvons parler sincèrement. On a peur de la vérité en Haïti. Ces parlementaires, malgré leurs divergences de position, attendent de voir à l'œuvre les membres du comité de pilotage qui se proposent de rencontrer et de faire dialoguer plusieurs secteurs vitaux du pays, d'identifier les problèmes et d'envisager des pistes de solutions. Des pistes de solutions. En attendant, on va faire un tour au tourisme. Ouais, en attendant les commentaires qui viendront, hein, qui ne manqueront trouver pas les de pistes de venir. solutions, faisons un petit tour aux hôtels et au tourisme. Oui, le tourisme, c'est devenu quoi? Vous vous souvenez de Madame Vildroin, hein, qui était quasiment omniprésente pour le tourisme? On pouvait voir de l'étranger étant de belles images d'Haïti dont on faisait la promotion à l'époque. On voit de moins en moins ça. Il y a une nouvelle ministre du tourisme, Jessie Menos, et on avait l'impression qu'il ne travaillait pas, mais hier, elle a rencontré la presse en général au ministère de la Culture et de la Communication lors d'une conférence de presse hebdomadaire. Et elle a parlé beaucoup de tourisme, de ce qu'elle fait dans le secteur. Sous le règne de Michel Martelly, il y a eu une augmentation substantielle, en tout cas, au niveau de la disponibilité des chambres d'hôtel. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits. Il y a eu la création d'une police touristique. D'ailleurs, Mme Menos a annoncé hier qu'il y aura justement une nouvelle promotion qui va sortir là bientôt. On va écouter plutôt Jessie Menos qui parle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a déjà fait depuis qu'elle est arrivée comme ministre du Tourisme. Donc, à parler de réalisation au niveau de l'école hôtelière, surtout, côté que nous mettons en place un comité de gestion depuis l'année dernière et nous mettons aussi un nouveau curriculum qui lui-même répond à toutes normes et à critères et de toute Caraïbe. Et nous participons à plusieurs fois et événements pour améliorer l'image pays. Et moi-même, d'ici semaine prochaine, je vais l'inviter nous. Et côté que moi-même, Balchita, avec ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et ministre et secrétaire d'État à la sécurité publique, la direction générale de la police nationale, ainsi que le ministre de la Santé. Pour quelle raison? Parce que faut que nous, d'ici semaine prochaine, nous gagner un plan d'action pour moun et tout touriste et tout étranger au même temps qui venir et surtout diaspora tout qui fait déplacement au niveau des fêtes champêtres. Aussi, nous tout kawel et d'ailleurs, mois prochain, nous tout pral brancher et au niveau de mondial, Jason Derulo, qui lui-même que c'est un chanteur et international, mais d'origine haïtienne, lui-même qui était venu filmer, et lui-même qui était fait promotion, que vous avez regardé que vidéo ça, il y a plus de 18 millions de monde qui well et qui ça ouais citadelle là. D'ici mois mai, nous allons lancer un inventaire des sites d'infrastructures touristiques. Pour quelle raison? Parce que si on ne pas repérer, nous ne pouvons pas mettre en valeur. Si on ne peut pas mettre en valeur, nous ne pouvons pas dire, ok, d'accord, mon Dieu, pour venir dans le pays, pour venir visiter, pour venir garder, pour qui ça gagne. Voilà, et si on mettrait fin à cette partie de nos nouvelles avec le droit des femmes en Haïti. Oui, depuis hier a lieu au Caribé un forum sur la participation des femmes dans la vie publique, politique, l'implication des femmes et tout ça. Il y a même surtout en politique, il y a même des femmes mairesses ici au Canada
qui se sont rendus en Haïti pour participer à ce forum-là, partager, échanger des idées avec les femmes qui s'impliquent en politique en Haïti. Vous savez, au Parlement, il y a très peu de femmes au Parlement, peut-être 2, ou une sénatrice et une députée, je crois. Au risque de me tromper, en tout cas, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et donc, il y a eu ce forum-là hier. Jovenel Moïse a été participé, le président, il a été participé à ce forum-là pour aller encourager les femmes. Il s'est présenté comme le chantre de cette question-là en Haïti pour la défense des droits des femmes, l'implication des femmes en politique et tout ça. Mais selon Radio Vision 2000, il a été chahuté par un groupe de femmes qui lui reprochent son laxisme, son manque d'action de ce côté-là. Pourtant, Jovenel Moïse, à l'entendre, il a tout fait. Il faut l'écouter alors. Ouais. Bataille ça, c'est pour une bataille qui petit. Bataille pour mesdames et jeunes droits. Mais connaît aujourd'hui, nous avons des gens qui dans tête pays qui paraît pour faire goumer ça ensemble avec nous. Mais pour le faire, il demande pile compréhension, il demande pile sans foi tout. En pile sans foi pour qui ça, c'est parce que quand pile monde parfois qui utilise revendication nous pour régler l'affaire par eux. Et première grosse victoire que nous gagnons, mesdames, c'est dans la collectivité, parce que dans chaque cartel magistrat aujourd'hui, il y a 3 membres, il y a une obligatoire qui sont filles. Dans chaque cartel Kazek, il y a 3 membres, la loi fait obligation pour gagner une aussi filles. C'est qu'on s'allie dans Azek, qu'on s'allie dans délégué ville. Ça veut dire son premier gros pas que nous faisons. Maintenant, comment nous-mêmes ensemble, j'aime moi, depuis ma pandémie, moi tendez revendications, moi tendez voix nous parler de l'élection indirecte, nous parler. Moi, je veux pour nous connaître ça aujourd'hui, il faut nous camper derrière la loi. Et moi, même avantage que je toujours gagné, l'aime parler, moi toujours garder mon yeux dans yeux. Nous pas jamais dit des bagailles, pour c'est pas yeux dans yeux nous faire. Élection indirecte aujourd'hui, et nous songeons que le conseil électoral a commencé, pas vrai? Et nous, ouais, au camper. Eh bien, si au camper, il y a un problème qui fait au décamper. Problème qui fait au camper à nous là, la constitution du bagay, faut nous une loi d'application pour sa constitution dit. Ou al faire affaire qui une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Bon, voilà, ce sont les commentaires. Jean-Étienne, il est quelle heure là maintenant? 7h45 minutes. 7h45 minutes, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons sur WhatsApp et YouTube en différé. Voilà, on commande quoi tu vas... Sur le point la tablée des chefs, tu vas trouver ta part aussi du gâteau? Non, je pense que globalement, c'est une très bonne initiative ici. Parce qu'on sait, comme vous l'avez expliqué, il y a pas mal de gens vraiment qui viennent d'arriver, qui ont besoin du support, qui savent même pas où aller, comment s'y prendre, qui n'ont pas encore reçu leur permis de travail. Ou parfois, qui n'ont tout simplement pas trouvé de travail. Ouais. Parfois, c'est très compliqué. Avec l'aide sociale, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Et là, je pense que c'est de très bonnes initiatives qui ont été prises là-dessus, que serait-ce au niveau du financement qu'on a augmenté ou encore la capacité de cette organisation, j'espère bien, qui va toucher le maximum de gens possible. Et le volet de la formation, c'est pas juste distribuer de la nourriture, mais c'est toute une école. Excuse-moi de te couper, mais il va falloir peut-être que tu fasses un petit tour dans les organismes pour... Ce serait bien intéressant. Pour voir comment ça se traduit dans la réalité. Dans notre réunion de rédaction, on va discuter là-dessus et puis bientôt, on va pouvoir présenter aux gens, à nos auditeurs, un reportage un petit peu plus détaillé sur cet aspect-là, je pense, qui est globalement intéressant. Donc, ce serait peut-être une bonne idée en Haïti qu'on puisse prendre comme exemple des initiatives comme ça, si on pourrait trouver une formule de se mettre ensemble, trouver du financement pour supporter ça, c'est ta transition vers les états généraux, se mettre ensemble. Voyons donc, Jean-Étienne. Non, il faut qu'on copie. Il faut pas avoir peur d'appeler le chat par son nom. Copier les bonnes choses ailleurs, si ça peut vraiment nous aider. Oui, absolument. Alors, les états généraux, tu voulais en parler? Écoutez, tu sais, Jean-Numa, moi, j'ai beaucoup plus de questionnements par rapport particulièrement à l'attitude de Evans Paul que j'ai de commentaires réellement. D'abord, pourquoi il a dit qu'il voulait filer à l'anglaise? Parce que comme vous l'avez dit hier, dans ces genres de choses-là, vous ne pouvez pas dire que vous allez filer à l'anglaise. On sait que vous êtes là dans une commission comme ça, vous n'allez pas disparaître comme ça. Non. Ça, c'est un. Pourquoi il dit qu'il voulait... Peut-être, est-ce que c'est pas une façon de dire qu'il voulait pas partir réellement? Ça, c'est mon premier questionnement. Bon. Mon deuxième, tu me laisses... vas-y avec ton deuxième. OK. Mon deuxième questionnement, c'est pourquoi accepter de revenir? Il a précisé qu'il n'a aucune garantie que ce qu'il reprochait... Parce qu'il ne voulait pas partir, en réalité. Toi, vous dites la chose directement. Je préférais de signaler, de souligner ces aspects-là pour aiguiser un peu la compréhension des gens. Pourquoi vouloir revenir sans avoir de garantie? Est-ce un coup politique ou de communication où on fait attire un peu la sympathie de tout le monde? Écoute, moi, je suis là et ça fait aussi de malice de questionnement. Et est-ce qu'il n'y a pas risque que ça arrive à nouveau? Ça, je ne sais pas. Et puis, mon dernier questionnement, c'est vraiment pourquoi n'avoir justement pas contacté tout le monde, tous ces gens-là qui vous ont appelé, les autorités, avant de dire OK, je m'en vais, et puis dans 24 heures, tu reviens tranquillement. Mais tu sais quoi? Moi, je ne me questionne absolument pas à propos de Evans Paul. Le seul commentaire que je pourrais faire, c'est que c'est une bonne chose qu'il revienne. Oui, ça, on est d'accord, oui. À part de ça, là, je ne me questionne pas. Mais je me questionne globalement par rapport à cette situation. États généraux sectoriels. Moi, je m'attendais à ce que Moïse Jean-Charles soit contre ça. Il est toujours contre. On s'entend? OK? Je m'attendais. Ça ne m'étonne pas. Mais mon véritable questionnement, c'est ces gens-là qui critiquent de l'extérieur. On n'est pas en train de parler de compétition ou d'élection. Il n'y a pas de pouvoir à prendre là. On est en train de parler d'Haïti. Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour développer ce pays-là? Quitte à ce que ça soit Jovenel Moïse qui prenne l'initiative ou un autre. Ça prend quelqu'un un jour pour prendre cette initiative. Définitivement. Alors, on retrouve les Camille Chalmers qui ne s'impliquent pas au sein du comité et qui critiquent ça. Paul Denis
André Michel et tous les autres qui critiquent ça. Ma foi, je me demande pourquoi. Oui, c'est bien beau. Ils ont le droit d'avoir des points de vue différents. Oui. Et c'est ce qu'on cherche au sein de ces États généraux. Mais pourquoi ils n'intègrent pas le comité ou les États généraux pour exprimer cette tendance-là, ces points de vue-là, et faire en sorte que les Haïtiens puissent trouver une voie commune pour avancer, pour développer le pays. On n'est pas en train de parler de... C'est pas une compétition. Mais c'est justement ça, c'est le niveau qu'on n'a pas encore atteint chez nous, malheureusement. C'est pas très joli de dire ça, mais écoutez, dès que c'est pas moi qui a la place, c'est pas moi qui a la responsabilité, tout ce que tu fais n'est pas bon. Ouais. Et là, il va falloir qu'un jour qu'on finisse avec ça. C'est pas parce que tu es dans l'opposition, comme tu as expliqué, et que s'il y a une initiative intéressante qui est prise pour l'avancement du pays que tu ne peux pas contribuer ou supporter. Lorsque vous êtes le pire dans tout ça, c'est pas même, pour moi, c'est même pas parce que tu es contre, mais c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Tu peux beau critiquer, ça ne marche pas, mais c'est quoi ta proposition? Qu'est-ce que tu recommanderais? Et c'est là que on ne comprend pas ce qui se passe vraiment chez nous. Non, c'est incroyable. Et puis, de plus, on n'est pas en train de parler d'élection, c'est pas une compétition. Il n'y a pas de pouvoir à prendre là. Il y a juste une route de développement qu'on devrait prendre et sur laquelle on n'est pas. Alors, c'est quoi le problème à discuter ensemble, à définir les choses ensemble, à définir les choses pour qu'on définisse un cadre de fonctionnement, que ce soit sur le plan politique ou autre de la société, et puis, définir les règles. Justement, Jean-Numa, il devait comprendre la nécessité de se mettre dans ce projet-là de façon directe ou indirecte. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire ces états généraux, la décision qui va être prise, ça va affecter tes enfants à l'avenir. Bah oui. Mais tu as intérêt justement que tu es là de contribuer. Je suis content que tu amènes ce point-là parce que aujourd'hui en Haïti, ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique ou peu importe, aujourd'hui, ils ne comprennent pas que ce pouvoir est éphémère. Que un jour, ils n'auront plus ce pouvoir et qu'ils doivent tout faire pour définir les cadres, mettre des balises, constituer une élite, définir les principes et les règles de fonctionnement de cette société-là pour faire en sorte que demain, leurs enfants soient pas victimes de ce système-là qui est mauvais. Et c'est très dommage. Et quand on sait l'histoire récente de notre pays, on devait vraiment comprendre que le pouvoir est très éphémère, que tu sois dictateur ou apprenti démocrate, ça reste pas jusqu'à... Et ça, c'est dans tous les domaines qu'il devrait faire ça. Écoutez, il y a un système ici où un système d'assurance santé publique et universel. Peu importe que tu sois riche ou pas, là, tu rentres dedans. Que tu travailles sur le salaire minimum ou pas, tu rentres dedans. Ce que ça fait, ça garantit à tous les citoyens de génération en génération que leur santé sera prise en charge. Alors, en Haïti, qu'est-ce qu'on fait? Regardez sur le plan de la santé. Les Haïtiens qui ont de l'argent, ils dépensent des milliers et des millions à Cuba, à Miami. Ils nourrissent des avions pour aller prendre des soins là-bas. Et le Canada leur a construit un hôpital au Gonaïves. Et ils veulent que le Canada donne de l'argent en plus pour gérer l'hôpital. La Jordanie leur a donné un hôpital. C'est des chèvres qui se promènent là-dedans. Tu sais, alors pourquoi on ne peut pas, cet argent-là qu'on dépense à l'étranger, pourquoi cet argent-là ne peut pas participer à la gestion de cet hôpital-là? C'est ça. Parce qu'un jour ou l'autre, si c'est pas eux, ce sont leurs familles, leurs enfants, leurs progénitures qui vont payer les conséquences de tout ça. C'est ça là, le grand contraste dans notre pays. Mais justement, pour revenir sur le principal point de nos commentaires, je pense que tout le monde en Haïti, que tu aimes ou pas le gouvernement, tu devais t'intéresser à cette question de commission ou état généraux pour deux raisons fondamentales. La première, c'est comme je disais, il va falloir un jour que tu
tu t'en ailles et que c'est tes enfants qui oui. d'une façon ou d'une autre bénéficier de la bonne ou de mauvaise décision de cette affaire. On planifie rien. Dans ce pays-là, on planifie rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, Jean-Numa, l'histoire va noter que toi, Jean-Numa, un exemple. Politicien, tu as gouverné depuis combien de temps dans combien de générations, de dizaines d'années, de façon directe ou indirecte, à côté ou à l'intérieur même du gouvernement. Mais qu'est-ce que l'histoire va noter? Ils s'en foutent de l'histoire. Ta responsabilité morale dans tout ça. Qu'est-ce que concrètement tu as fait quand tu étais, je ne sais pas, tu avais le micro de tout le monde pour critiquer seulement. Tu passes toute ta vie à critiquer. Aucune proposition concrète, et puis à la fin... Tout le monde veut tirer le drap de son côté. Ils n'ont pas compris ça. Sans essayer de confectionner un drap qui puisse vraiment accueillir tout le monde en dessous. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'aimerais faire des commentaires beaucoup plus jolis, beaucoup plus intéressants par rapport à ce qui se passe chez nous, mais c'est dommage qu'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. C'est pas laid, tout comme Jacques Sauveur-Jean l'a dit dans le reportage de Luxon Saint-Ville. Il faut à un moment donné se dire la vérité, et les Haïtiens n'aiment pas ça. Mais c'est ce que l'UNFDLP essayait de dire et de faire depuis toutes ces années. C'est ce qu'on fait d'autres pays. Ils s'arrêtent à un moment de la durée. Ok, c'est fini, on a suffisamment bataillé. On s'assoit et puis on définit ce que va... Mais oui, même la République dominicaine... Le Rwanda l'a fait. La République dominicaine est là où elle est, c'est parce qu'ils ont un plan, quel que soit le parti là où tu viens. Tu rentres dans ce plan-là. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Parce qu'on est noirs? C'est ça? Les Rwandais, ils sont pas noirs? C'est quoi cette histoire-là, man? On va espérer qu'on pourra revenir demain ou au cours de la semaine avec des commentaires un petit peu plus. C'est toujours une espèce de chicane et c'est vraiment dommage. Mesdames et messieurs, 7h57, ça a été un grand plaisir aujourd'hui encore. Et puis on va vous retrouver demain pour une édition avec la même énergie, la même force. Merci beaucoup. Et des fois j'en ai un peu trop. Quel aveu.